Aujourd'hui, le régime politique dans lequel nous sommes fait que nous ne pouvons pas réclamer, nous ne pouvons pas revendiquer par la force. Ce ne seront donc que des actions pacifiques que nous allons mener, ce ne seront donc que des mobilisations pacifiques que nous allons mener sur les canaux digitaux et également de façon physique sur le terrain pour pouvoir exiger la libération de ces leaders. Je vous ai expliqué également la démarche qui a été menée, qui a été faite par notre mouvement OB26 et une vingtaine de mouvements pour pouvoir rencontrer le chef de l'État. La démarche qui était la nôtre, c'était plus de pouvoir discuter avec lui sur l'état de notre démocratie et sur aujourd'hui la perception de la justice dans notre pays, parce que vous savez très bien que les Béninois aujourd'hui ne croient plus en la justice de notre pays. Plus personne ne croit en la justice, surtout lorsque vous avez une procédure devant la criette. Tout le monde sait aujourd'hui que, et si on se réfère aussi à ce qui a été déclaré il y a quelques années en arrière par le juge Batamoussi, que la plupart des décisions sont motivées et viennent de la chancellerie. C'est malheureusement l'impression que nous avons aujourd'hui. Sinon, nous avons suivi le procureur spécial de la Criette qui est venu avancer des preuves dans un dossier aussi important. Nous avons demandé en son temps que les correctifs qui ont été demandés par NCA Banque Côte d'Ivoire, que ces correctifs soient apportés aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui. La Criette, qui pour nous reste une institution sérieuse, n'a daigné répondre à ce qui a été dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, nous allons continuer donc à intensifier nos actions pour garantir que la voix des uns et des autres soit toujours entendue au niveau national, mais aussi au niveau international. Alors, il y a une autre question qui concerne pourquoi est-ce que vous pensez que les autorités ont refusé votre demande d'audience? Alors, c'est pas les autorités. Il faut préciser que nous avons envoyé ce courrier, comme je l'ai dit, le 12 octobre au chef de l'État. Le courrier a été déchargé à la présidence de la République. Donc, nous attendions tout de même, quand même, à un retour par rapport à ce courrier, qu'on nous réponde tout au moins pour nous signaler, voilà, que le chef de l'État, compte tenu de son agenda, ne pouvait pas nous recevoir. Mais nous n'avons eu aucun retour. Nous n'avons eu aucune réponse. C'est déplorable parce que nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, ce que le président Patrice Talon est en train de faire pour le Bénin, c'est pour les jeunes qu'il est en train de construire le pays. Donc, nous ne pouvons pas considérer que nous sommes des jeunes et que nous demandons à le rencontrer sur ce qu'il est en train de construire pour nous, sur l'avenir qu'il est en train de planifier pour notre pays et avoir une réponse aussi méprisante de lui, qui est aujourd'hui le père de la nation, qui est notre papa. Et n'oubliez pas, c'est lui-même, le chef de l'État, qui a dit entre-temps que l'enfant qui est dans la maison, je reprends ce qu'il a dit, que l'enfant peut grandir et imposer les règles de la maison à son père. C'est lui qui l'a dit devant les notables et les leaders religieux. Aujourd'hui, nous ne lui imposons rien, mais les enfants qu'il a à la maison demandent à le rencontrer pour parler avec lui de sa conception à lui de la démocratie, de sa conception à lui de l'état de droit, de sa conception de la justice et de telle que la justice est en train d'évoluer et d'être rendue aujourd'hui dans notre pays. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'il accepte de nous rencontrer. Et je profite encore par ce canal pour demander que cette demande d'audience soit satisfaite et que le chef de l'État accepte de nous recevoir pour que nous puissions lui porter nos doléances et pour qu'il puisse aussi nous expliquer ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que contrairement à ce qu'on lui fait croire, contrairement à ce qu'il a aujourd'hui au sein de ces deux formations politiques, l'UP et le BR, c'est vrai qu'il y a des mouvements de jeunes, mais combien de jeunes sont au sein de ces partis? Combien de jeunes militent au sein de ces partis? Vous avez vu, quand ils ont voulu faire les marches de soutien et les déclarations, combien de jeunes est-ce que vous avez vu marcher pour soutenir ce qui est en train, ce qu'on a voulu faire avaler aux populations? On n'a pas vu les jeunes être à leur côté. Donc, les jeunes sont de l'autre côté et regardent ce qui est en train de se passer et veulent quand même avoir voix au chapitre. Le refus qui nous a été, on va pas dire que c'est déjà un refus, mais le silence aujourd'hui que nous avons constaté sur cette démarche qui a été adoptée par rapport à cette lettre, nous n'allons pas considérer cela comme un échec, nous n'allons pas nous décourager, nous allons explorer également d'autres voies, d'autres moyens pour qu'on puisse quand même le toucher, pour que nous puissions voir pour que nous puissions porter nos doléances à son niveau.
Parce que, et c'est l'autre chose aussi qu'il faut savoir, depuis le début de cette affaire, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup d'arrestations. J'ai évoqué le cas de Osé Rouimbo tout à l'heure qui a été arrêté parce que vous avez vu ce qui a été relayé dans les médias. Il y a 3 phrases principales qu'on est en train de lui reprocher. Pourquoi est-ce qu'il aurait dit que le pouvoir est éphémère? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit tant? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit tant? Donc ça, nous considérons que c'est son opinion personnelle, c'est sa lecture du sujet. Donc pour des opinions, pour ce que vous avez dit, on ne peut pas continuer à vous traquer, on ne peut pas continuer à arrêter des gens pour leur opinion. Nous venons d'un milieu où la liberté d'expression est consacrée. Nous venons d'un milieu où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou. Tous les sujets sont bons à aborder. Et nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, la seule chose qu'on peut espérer, c'est de faire le débat. Et ce débat, nous devons le faire. Alors, quelqu'un demande comment est-ce que nous envisageons mobiliser davantage les jeunes pour qu'ils rejoignent le mouvement OB26 et s'engagent dans la lutte. C'est déjà à travers ce que nous faisons. C'est déjà à travers les échanges que nous faisons. Nous allons multiplier ces échanges dans les jours, les semaines à venir. Nous allons multiplier ces échanges dans les jours à venir. Nous allons multiplier les contacts avec les jeunes. Nous avons un agenda à OB26. Chaque année, lors de notre dernière assemblée générale, par exemple, nous avions un cahier d'activités programmé tout au long de l'année que nous devons respecter. Donc, il y a diverses activités à mener, des rencontres dans les différentes coordinations, des échanges également. Il y a une activité phare que nous avons l'habitude d'organiser qui est le Forum patriotique. C'est des rencontres d'échange, de brassage avec les jeunes et ça permet de poser les problèmes actuels, les problèmes que nous avons au sein du pays, de proposer des solutions et ensuite les reverser voilà, aux décideurs pour voir comment est-ce que nous pouvons espérer que demain nos aspirations soient prises en compte. Voilà. Donc, si je regarde, il y a une autre question qui concerne les réformes spécifiques que nous proposons pour garantir des élections libres et transparentes. Nous ne pouvons pas garantir des élections libres et transparentes. Nous nous alertons, nous faisons ce qu'il faut pour que, effectivement, comme on l'a dit, que en 2026, pour ces élections générales, que les Béninois, en toute quiétude, dans le calme le plus absolu, que les Béninois aillent voter. Parce que vous avez vu que la plupart des élections qui ont été organisées l'ont été dans un climat de tension, dans un climat de suspicion, pour ne pas dire que ces élections ont fini pratiquement tout le temps dans un bain de sang. Donc, ce que nous proposons de façon spécifique, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est d'abord de réduire le seuil des suffrages et le parrainage, d'accord, sur le parrainage pour permettre aux petites formations politiques et à tout le monde de pouvoir participer à l'élection. C'est de revoir également l'âge minimum, c'est d'abaisser la caution pour permettre aux petits candidats, comme nous par exemple, de pouvoir également mobiliser nos maigres ressources pour pouvoir participer aux élections si un jour nous voulons participer aux élections. Et également, c'est d'insérer beaucoup plus de mesures pour permettre aux jeunes vraiment de participer à l'animation de la vie politique. Donc, de façon claire, c'est ce que nous proposons. Et puis, quand vous regardez à peu près ce que nous venons de dire, il y a beaucoup d'autres institutions, beaucoup d'autres organisations, même de la société civile, qui ont fait déjà un long travail sur le code électoral. Même les partis politiques ont fait des propositions. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité et garder un outil, d'accord. Nous sommes conscients aujourd'hui que cet outil ici, nous l'envoyons et que nous prenons cet outil pour pouvoir encadrer les élections qui vont se dérouler en 2026. Encore que les élections de 2026 seront des élections générales, il faut que le climat soit complètement apaisé. Il ne faut pas qu'il y ait un seul obstacle avant que nous allions à cette élection. L'autre chose qu'il faut préciser, c'est que Patrice Talon a fini son mandat. Patrice Talon est en fin de mandat. Donc, si vous êtes en fin de mandat, organisez des élections dans le calme pour que le pays continue de continue de jouir de cette paix que nous avons depuis pratiquement 1990 et qui a été troublée, oui, par certains événements après les différentes élections qui ont été organisées. Et il faut qu'on mette fin
à ce cycle. C'est possible si les acteurs politiques décident de le faire. C'est possible si un camp ne veut pas tricher. C'est possible si nous voulons que le jeu soit ouvert et que les populations décident vraiment de choisir qui sera ou qui seront les décideurs à partir de 2026. Oui, que répondez-vous à ceux qui disent que le président veut faire un troisième mandat? Alors, vous dites ceux qui disent qu'il veut faire un troisième mandat. De façon claire, vous ne m'avez pas dit telle personne à signaler ou à exprimer ou à dire de façon précise que le président veut faire un troisième mandat. Mais il faut reconnaître que cette question est revenue plus d'une fois. Si on doit se référer à ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'on prend la parole du porte-parole du gouvernement. Sa parole fait foi aujourd'hui. C'est lui qui, sur la plupart des plateaux de télévision et un peu partout, dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Le chef de l'État lui-même, il y a quelques années, a dit qu'il ne fera pas de troisième mandat. Alors, si le chef de l'État tente de faire un troisième mandat, je pense que la plupart de ceux qui l'entourent aujourd'hui lui diront non. Si, et nous l'avons déjà dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Et le président Patrice Talon lui-même sait qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Ce débat, en principe, ne devrait plus revenir. Et voilà, donc le chef de l'État ne peut pas faire un troisième mandat et nous pensons que tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui doivent pouvoir le dire clairement. Nous espérons qu'en son temps, tel que c'est en train de se passer aujourd'hui, parce que voilà, nous sommes dans un pays où il y a des formations politiques, où nous estimons que ceux qui animent la vie politique de notre pays, ceux qui composent ces acteurs politiques sont quand même instruits sur ce qui est en train de se passer. Mais voilà un dossier dans lequel la justice ne s'est pas encore prononcée et ces mêmes acteurs politiques organisent des marches de soutien, des déclarations et tout pour montrer aux populations qu'il y a une tentative de renversement ou de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Les mêmes, j'espère, ne marcheront pas demain pour dire voilà, nous sommes à telle étape, il nous faut un troisième mandat. Parce que la question est légitime. Parce que, si ma mémoire est exacte, si vous allez aujourd'hui sur la plateforme du gouvernement, sur les canaux digitaux du gouvernement, sur le réseau social INS notamment, il y a des populations qui, par exemple, au détour d'une visite qui a été organisée sur le site du marché de gros de Tabo-Mekalavi, il y a des populations qui ont estimé que ce qu'elles ont vu était gigantesque, était pharaonique, était exceptionnel, et qu'il fallait que le président fasse un troisième mandat. Mais mes chers amis, ces déclarations sont aujourd'hui sur les canaux digitaux du gouvernement. Ça n'a pas été censuré. C'est anticonstitutionnel. Donc, il y a un risque, effectivement, qu'on parle de troisième mandat. Mais il n'y aura pas de troisième mandat au Bénin. Je pense que il faut suivre ce qui est en train de se passer maintenant en Côte d'Ivoire. Il faut suivre. Aller à un troisième mandat au Bénin serait dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre la dynamique qu'il y a dans la sous-région. La dynamique qu'il y a dans la sous-région veut aujourd'hui que les peuples s'affranchissent. La dynamique qu'il y a dans la sous-région veut aujourd'hui que la jeunesse africaine participe davantage aux choix qui sont opérés pour l'avenir. Donc, se mettre en marge de cette dynamique serait risqué pour d'autres dirigeants qui voudraient passer outre ou qui voudraient faire un passage en force. Alors, il y a quelqu'un qui demande si, au cas où Olivier Boko sera condamné, et quelle alternative est-ce qu'au B26 a? En clair, quelles sont les chances aujourd'hui de voir Olivier Boko encore dans le starting block pour la présidentielle de 2026? D'abord, directement, je dois vous dire que nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore à cette étape. Actuellement, nous sommes en train de nous battre pour obtenir leur libération. Il y a une chose qui est claire que nous devons retenir, c'est que nous n'écartons pas la possibilité que Olivier Boko soit le candidat en 2026. Pour le moment, quand même, le combat actuel, notre priorité, c'est leur libération. François Domeki, Olivier Boko, pour que ces derniers retrouvent leurs droits et qu'ils jouissent pleinement de leurs droits de citoyens. Ensuite, l'évolution de l'actualité politique nous permettra de savoir ce qu'il faut faire. Donc, je résume en clair, nous n'écartons pas la possibilité que Olivier Boko accepte parce que jusque-là, il n'a pas accepté, accepte toujours d'être le candidat en 2026. Mais pour le moment, nous continuons à nous battre pour qu'il obtienne, qu'il soit libre de tout, voilà, qu'il soit libre, qu'il obtienne une libération de la criette. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à ça.
Alors ça, c'est au Bénin. Bon, la question dit exactement ceci. Nous parlons de réformes concernant le code électoral et également la Constitution. Nous avons demandé, par exemple, de revoir l'âge pour pouvoir candidater aux différentes élections. Si on ramenait l'âge, par exemple, à 35 ans, l'internaute demande si, parce qu'on voit le fils du chef de l'État assez visible, est-ce qu'il pourrait être candidat et est-ce qu'il pourrait faire office de dauphin ou de successeur à Patrice Talon. Ça, je pense que c'est aux Béninois d'en décider. Si Lionel Talon veut faire de la politique, s'il veut être candidat à une élection ou non, c'est aux Béninois d'en décider. Et puis, ça ne fait pas l'objet de notre conférence de presse ou de notre déclaration aujourd'hui. Donc, oui, il y a une question concernant l'internaute demande que répondez-vous aux personnes qui disent que vous instrumentalisez l'affaire Bokor Omeki pour des gains politiques. Alors, je voudrais répondre clairement à cette question pour dire que nous ne nous battons pas pour des personnes. C'est vrai, Oswald Omeki, Olivier Bokor sont nos leaders, mais nous ne nous battons pas pour des personnes. Nous nous battons pour des principes, la liberté, la justice, la démocratie. C'est pour ça d'abord que nous nous battons. Et ça me permet de répondre aussi à ceux qui se demandent si aujourd'hui j'interviens toujours en tant que journaliste ou comme acteur politique. Le débat ne doit pas se poser en ces thèmes-là. On devrait plutôt se demander ou se dire qu'est-ce que je fais, d'accord, pour apporter ma contribution pour que la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, que cette situation soit reléguée au second rang, que cette situation s'apaise et que cette situation revienne à la normale. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on a constaté depuis quelques années un délitement des valeurs démocratiques dans notre pays. Tout part à la dérive. Donc, chacun à son niveau devrait apporter sa pierre, devrait intervenir pour que les choses changent et que ça aille dans une autre direction. Donc, aujourd'hui, même si ce n'était pas Olivier Bokor et Oswald Omeki, nous aurions tenu le même discours. Nous aurions tenu le même discours qui est qu'il faut combattre l'injustice sous toutes ses formes. Nous avons observé trop longtemps. Beaucoup de personnes sont encore là, ne parlent pas aujourd'hui et continuent d'observer. Beaucoup de personnes rient aujourd'hui de ce qui se passe entre Olivier Bokor et Patrice Talon parce qu'on a toujours dit que les deux sont des amis inséparables. Entre les deux, c'est l'arbre et l'écorce. Mais aujourd'hui, entre les deux, il y a quelqu'un qui arrive à soupçonner l'autre de vouloir le renverser. Et je vous ai démontré ici par A plus B que c'est un fantasme, que c'est une farce, que c'est un montage. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Tout cela a été planifié, tout cela a été orchestré. Donc il y a une injustice parce qu'il y a autre chose que je dois vous dire aussi pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous savez, Olivier Bokor n'était plus, selon mes informations, ne restait plus vraiment à Cotonou. Il avait ses affaires à l'extérieur et il était plus à l'extérieur. Si je dois schématiser ça et expliquer ça clairement, je dois dire que depuis un moment, Olivier Bokor a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de Patrice Talon. Ce qui n'a pas plu au chef de l'État, qui à chaque fois l'a toujours fait revenir au pays, qui à chaque fois a demandé à son ami de venir pour l'aider. Tout comme il lui a demandé en septembre dernier de rentrer à Cotonou pour l'accompagner sur un voyage privé. Et c'est quand il est arrivé que quelques jours après, il a appelé pour dire de venir le rencontrer à son domicile. Et il a été capturé à quelques mètres de sa maison. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Donc, nous nous levons contre l'injustice, pas forcément pour quelqu'un. Il faut dénoncer tout ce qui est oppression. Il faut dénoncer tout ce qui est arbitraire. Et nous le ferons, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, nous le ferons pour X, nous le ferons pour Y, nous le ferons pour ceux qui seront dans l'opposition, nous le ferons pour ceux qui sont dans la mouvance. Donc, il faut que ce soit bien clair. Alors, l'internaute demande, on ne nous avait pas vu il y a quelques années en arrière défendre le professeur Joël Aïvor et Rikat Madougou, qui ont été également accusés pour quelqu'un de terrorisme, pour l'autre d'atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, nous crions sous tous les toits que Olivier Bokor est innocent? C'est vrai que la question est pertinente, préoccupante également. Et moi, je veux vous dire simplement qu'il faut un début à tout. Aujourd'hui, dans notre déclaration, nous avons bien dit, nous avons souligné, nous avons reconnu le combat qui avait été mené par ces deux personnalités. Et à la lumière de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire, il se peut que ces personnes aient été accusées injustement. Ça encore, c'est à la justice d'établir les faits. Mais voilà que la justice dont nous parlons n'est pas indépendante. La criette n'est pas indépendante.
La criette n'est pas indépendante. Les juges qui composent la criette savent bien qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils rendent leurs décisions selon la volonté du chef de l'État. C'est inadmissible. Je vais vous dire autre chose. Le jour où au Bénin, la justice va décider enfin d'être indépendante, le jour où les médias vont décider d'arrêter de se faire clochardiser, ce jour-là, Patrice Talon ne pourra plus faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça, en réalité. Aujourd'hui, le pouvoir que nous sommes en train de critiquer s'est adossé sur ces trois piliers pour continuer à opprimer, pour continuer à oppresser, surtout ses adversaires politiques. C'est ça, le véritable enjeu. Donc, aujourd'hui, nous apportons notre total soutien à tous ceux qui, au sein de la République, aujourd'hui, sont en prison injustement. Nous apportons notre soutien à toutes les personnes qui, pour leur opinion, qui, pour des sujets politiques, se retrouvent en prison. Et quand nous disons toutes les personnes, il y a bien évidemment le professeur Joël Aïvo, il y a également Rikat Madougou. C'est pas les seuls qui sont en prison. Il y a plus d'une centaine ou plus de 200 personnes aujourd'hui en prison pour des opinions politiques. Moi-même, je ne sais pas si à la fin de cette interview ou de cette déclaration, on va m'arrêter dans quelques jours, dans quelques semaines. Je ne sais pas. D'accord? Donc, parler aujourd'hui dans notre pays est compliqué. Parler est difficile. Mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous venons d'un milieu où la parole est libre et nous la prenons.